Saham Assurance. J'appelle Rania Belkahia, donc, qui est CEO de Africa Market. J'appelle notre ami Patrick Sampao, Digital Product Accra Africa from Kenya. Et j'appelle enfin notre ami Bruno Ginou de Fremont, donc, qui est directeur technologie Orange. Transformer, connecter, se rapprocher, émerger, émanciper, sécuriser, prémunir. L'assurance se transforme à grands pas en Afrique. Partageons et échangeons nos points de vue avec nos invités experts. Alors, Patrick Sampao, j'ai demandé à l'équipe tout à l'heure, il est bien arrivé. On a essayé de le localiser tout à l'heure. Il a bien retiré son badge, il est là. Mr. Sampao Patrick, are you with us? We are going to start this last panel. Donc, on va commencer à planter un peu le décor en attendant qu'il arrive. Je demande à l'équipe, si Abdelkrim Sahabeddine et l'équipe, d'essayer de lui mettre la main dessus. Donc, ça serait dommage qu'il ne soit pas dans la salle, puisque c'est une belle expérience qui nous vient du Kenya, que nous souhaitons donc présenter aujourd'hui. Alors, on a choisi, vous le savez très bien, au niveau du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, avec l'équipe, nous mettons toujours le focus sur l'Afrique. Et on a choisi dans ce panel d'inviter des assureurs pour nous parler un peu de leur stratégie digitale en tant qu'opérateur, cœur de métier assurance. Mais on a aussi choisi d'inviter des non-assureurs, donc avec une expérience extrêmement originale que vous connaissez peut-être tous. Donc je lui donnerai la parole tout à l'heure, Rania Belkahia, qui est avec nous ici présente. Elle arrive de Paris, c'est une surdouée, vous le verrez tout à l'heure, qui elle va nous parler d'un autre domaine, mais dans lequel il y a une réelle disruption et qui est extrêmement intéressant et qui vise l'Afrique. Et puis nous avons avec nous Orange, qui est opérateur télécom. Mais on le sait aujourd'hui, on en a suffisamment parlé aujourd'hui pour voir à quel point la partie télécom impacte nos quotidiens et intéresse énormément le secteur de l'assurance, comme toutes les industries de services et autres. Et vous nous parlerez de ce que vous faites et en quoi vous pouvez nous être utiles, et nous parler aussi d'expériences africaines qui aujourd'hui sont réalités de terrain et qui sont extrêmement intéressantes. Alors, pour commencer, je vais d'abord honneur aux dames. Mais aussi, nous avons parlé d'assurance depuis ce matin, donc on va parler de choses un peu différentes par rapport à l'assurance. D'abord, je voudrais un petit tour de table, et je commence par toi, Rania, si tu peux très rapidement nous présenter la société que tu diriges, en quelques mots, en quoi ça consiste. Tout à fait. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour en effet changer un peu le spectre de l'assurance, mais l'innovation en Afrique qui est le thème du panel. Donc AfriMarket, c'est quoi? C'est un des leaders du e-commerce en Afrique de l'Ouest francophone. On est présent dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Mali et le Bénin. Ce qu'on propose, c'est une sorte d'Amazon local avec comme spécificité qu'on intègre la livraison jusqu'au dernier kilomètre par nos propres moyens. Et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure sur nos achievements. Mais on a également la chance de compter Orange parmi nos actionnaires. On a levé un peu plus de 15 millions d'euros pour arriver jusque-là, la société étant été créée il y a 4 ans aujourd'hui. Super, donc je vous disais que Rania est une surdouée. Deux mots très rapides, hein. Je ne rentre pas dans les CV des uns et des autres, mais je tiens quand même à souligner Rania, qui est native de Casablanca et qui est marocaine, même si elle nous vient de Paris, disons franco-marocaine, voilà, marocaine. Rania a reçu en 2016 le prix de l'entrepreneur de l'année du MEDEF, ce n'est pas rien. Elle a également été primée par le club 21e siècle dans la catégorie coup de cœur, et Rania a également été partie prenante de la délégation du président français Emmanuel Macron lors de sa dernière tournée africaine à Ouagadougou en novembre dernier. Donc bravo, ça honore le Maroc, ça honore la femme marocaine, et on est très heureux de te recevoir. Ça, je sais que tu as dû faire des galipettes pour être ici, mais honnêtement, on est très heureux de te recevoir. Alors, Moulay Mohamed, beaucoup de gens te connaissent dans la salle, mais si tu peux en quelques mots te présenter et nous présenter l'entreprise que tu diriges. Avec plaisir, c'est vraiment un plaisir d'être là. Donc Moulay Mohamed Alami, directeur général de Saham Assurance au Maroc. Alors, je dirige la filiale marocaine d'un groupe panafricain. On est assureur sur 26 pays à travers une trentaine de compagnies d'assurance. Aujourd'hui, on est leader en assurance sur le continent. Donc,
en excluant l'Afrique du Sud, qui est un animal assez particulier. Mais on est leader en termes de footprint et de primes. Saham Assurance est un leader en assurance des personnes. On est très fort en assurance automobile, en assurance santé. Et on est, je pense, aujourd'hui en train de vivre un tournant historique de transformation digitale et de transformation de la culture d'entreprise. Ok, très bien. Donc on reviendra. Tu nous parleras donc de ce que vous faites et comment vous opérez cette transformation digitale. Donc Bruno, si je peux vous appeler ainsi. Oui. Donc vous venez de la téléphonie. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu vos opérations? Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez Orange Maroc. Donc moi, je travaille pour l'innovation au niveau d'Orange Middle East en Africa, puisque Orange est présent sur 21 pays sur le continent africain. Et pour nous, l'innovation, c'est vraiment très important pour pouvoir se différencier au niveau des filiales par rapport aux autres acteurs du monde des telcos. Et donc, j'ai la chance de travailler sur plusieurs pays, donc le Maroc, Madagascar et également 2 autres pays qui viennent de rejoindre le groupe Orange, qui sont Orange Liberia, puisqu'on a racheté les activités de Celcom, et Orange Burkina, puisqu'on a racheté les activités récemment d'Airtel Burkina. Ok. Voilà. Écoutez, je fais un dernier appel à notre ami Patrick Sampao. Est-ce qu'on a localisé notre ami Patrick Sampao? Manifestement non. C'est bien dommage pour nous parce que honnêtement, on était très heureux de recevoir cette belle entreprise africaine qui surfe sur le digital et qui a complètement disrupté la manière de vendre de l'assurance agricole. Peut-être qu'il arrivera, et s'il arrive durant le panel, on l'accueillera. Oui. Je pense que tout le La monde place est chaude. souhaitera le rencontrer et puis l'écouter. Donc, Rania, on peut considérer que vous êtes une start-up. Donc, vous avez démarré il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, du statut de jeune diplômé, on peut aller vers une idée aussi innovante? Qu'est-ce qui vous a poussé ou comment l'idée est venue de créer Africa Market? Bon, déjà, je pense qu'au départ, pour répondre à l'équation d'une start-up, il faut avoir une bonne équipe, une bonne idée et un marché adressable qui a une taille suffisante. Une fois ces 3 éléments et ces 3 paramètres résolus, on peut se lancer. De toute façon, la start-up et l'idée initiale, c'est de la matière vivante qui évolue à travers le temps. Au départ, on avait eu plus une approche diaspora qui nous a permis de lever des premiers capitaux, de commencer à faire tourner notre solution. Puis, dans un premier temps, une fois qu'on a levé un peu plus d'argent, qu'on était fort de notre expérience de quelques années sur ces territoires-là, on a lancé notre produit en local pour adresser la classe moyenne. D'accord. Alors, clairement, votre démarche a été facilitée et puis a été rendue possible par des innovations technologiques. Alors, est-ce que la technologie est au cœur du produit de Africa Market? Est-ce que vous auriez pu faire ce que vous faites aujourd'hui si certaines technologies n'étaient pas au rendez-vous? Alors tout à fait, moi je pense que notre vision en interne de l'innovation en Afrique, elle est un peu différente de l'innovation technologique. On va se baser sur l'innovation des usages, des innovations de rupture pour pouvoir se positionner et proposer un service à valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une plateforme de e-commerce. On n'a pas révolutionné le monde. C'était quelque chose qui existait en Occident. Notre force, ça a été de l'adapter à un territoire africain. L'innovation technologique, certes, elle existe, l'efficacité technique, toute la technicité derrière les plateformes, derrière la sécurité qui peut résider en la solution, ça c'est quelque chose qui est forcément clé, mais qui n'est pas forcément le facteur clé de succès. Il faut déjà se baser sur une innovation des usages, donc comment capitaliser sur l'écosystème africain. Quand on regarde aujourd'hui en Afrique, il y a très peu d'infrastructures. Ça, pour nous, ça a été un facteur clé de succès. Le manque d'infrastructures permet de ne pas tout construire pour tout détruire pour tout construire, mais permet de se baser sur une page blanche et essayer de dessiner sous une approche de test and learn. Vous en aviez parlé dans la conférence précédente, avec une allocation des budgets importante entre 10 et 20% de nos budgets techniques, marketing, dans le test and learn. Personne n'a la science infuse. On teste et on apprend des résultats de nos tests pour pouvoir avancer petit à petit. 2 ou 3 mots sur les produits. Donc c'est une plateforme donc de e-commerce, mais typiquement pour quel type de produit? Alors ça aussi, c'est une spécificité africaine. Si je me lance en Occident sur du e-commerce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer une large gamme de produits, certes, mais qui va être assez de niche. Donc c'est sur une approche vraiment verticalisée. Alors qu'en Afrique, il n'y a rien.
Donc la force, c'est de pouvoir se positionner sur une très large gamme de produits. Donc nous, on va distribuer des produits frais, des produits alimentaires, des produits blancs, des produits high-tech, mais également pour les fêtes, des animaux vivants pour la Tabaski, l'équivalent de l'Aïd Kbir, ou encore des bœufs pour le Grand Magal au Sénégal. Donc il faut vraiment proposer une multitude de produits pour pouvoir répondre aux besoins du consommateur africain. Ok. Alors, Moulay Mohamed, je pense qu'au Maroc, on est dans un pays où les infrastructures sont de bonne qualité, les réseaux télécoms aussi sont d'un excellent niveau, mais on ne voit pas certaines innovations aussi, je dirais, de rupture aussi fortes. Est-ce que les assureurs aujourd'hui, notamment Saham, ont des stratégies de transformation digitale et comment vous vous y prenez? En fait, si on vous a invité, c'est parce qu'il y a réellement un sujet actuellement. Bah, écoutez, absolument. Globalement, la façon dont on voit le secteur, en tout cas dans le cadre de Saham Assurance, c'est qu'on se dit, si on continue à faire de l'assurance comme on l'a fait jusqu'à présent, dans 10 ans, on n'existera plus. Et donc, fort de ce constat, on était obligé de se réinventer, comme on l'a dû le faire il y a 10 ans, il y a 15 ans, en trouvant des choses innovantes à proposer à nos consommateurs. Mais pour trouver des choses innovantes à proposer à nos consommateurs, le constat, c'était qu'il fallait se réinventer de l'interne. Donc, je reviens à ce que disait M. Spitz tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que la transformation du secteur des assurances viendra d'abord des compagnies et ensuite de tout ce qui est InsurTech. Elles viendront de façon complémentaire apporter des briques de valeur ajoutée. Mais le métier est extrêmement complexe, il est extrêmement vaste. Et si on veut aborder la problématique de bout en bout, il faut que ce soit une compagnie d'assurance qui le fasse. Par contre, pour se transformer, il faut apporter des nouveaux profils qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos compagnies d'assurance. Et donc, du coup, dans le cadre de Saham Assurance, on a créé une Digital Factory pour pouvoir catalyser cette transformation. Ok. Alors justement, j'allais vous poser la question par rapport à cette Digital Factory. Comment elle est organisée? Est-ce que c'est une sorte de département de Saham Assurance avec certains profils? Est-ce que c'est une activité totalement filialisée? En quoi consiste exactement cette... Alors c'est comme vous pouvez avoir dans une entreprise un patron du marketing avec un département marketing, comme vous pouvez avoir un patron de l'actuariat, nous on a un patron de la transformation. Et donc on a un département de la transformation. Donc physiquement ils ne sont pas dans les mêmes locaux parce qu'on est sur un espace collaboratif complètement différent, donc à la Facebook ou à la Google, avec des horaires différents, avec des collaborateurs différents qui viennent en hoodie et pas en costume cravate et qui ont des horaires différents. Par contre, c'est un département à part entière où on a des collaborateurs de l'entreprise, donc des actuaires, des marketeurs, des gens du métier, qu'on mélange avec des profils différents, UX designers, des full stack développeurs, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des compagnies d'assurance, pour fabriquer des nouvelles solutions. D'accord. Alors, au niveau de l'accompagnement technologique, donc on parle beaucoup du digital, de la téléphonie, hein, on en a beaucoup parlé aussi dans notre cérémonie d'ouverture ce matin. Comment Orange peut accompagner des opérateurs et leur faciliter l'accès à la relation client et disrupter leur manière de vendre de l'assurance ou autre? Bon, alors c'est vrai que chez Orange, comme pour n'importe quel opérateur mobile, je dirais que la première chose qui me paraît importante et fondamentale, c'est les KYC. Know Your Customer. Donc il y a une dynamique d'enregistrement du client sur lequel, évidemment, l'utilisation du smartphone, aujourd'hui, permet de collecter des informations clients, de collecter sa pièce d'identité et d'avoir une identification assez forte au niveau des KYC. Je dirais que ça, c'est la première étape. Après, au niveau d'Orange, nous, on pense que l'innovation, ce n'est pas nous qui avons forcément la faire tout seul. Donc, on pense notamment qu'un des leviers dans l'écosystème pour développer des innovations et pourquoi pas avec des compagnies d'assurance, c'est d'ouvrir notre réseau. Ouvrir notre réseau, c'est offrir des API simples pour permettre aux acteurs du monde bancaire et du monde de l'assurance de s'interconnecter avec notre réseau pour envoyer des SMS aux clients, des API SMS. On a créé une filiale qui s'appelle Bizao, qui permet en one-stop shopping de s'interconnecter avec toutes les filiales Orange en Afrique. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est assez important, c'est les API. Donc API SMS, Interactive SMS pour recueillir le consentement du client. Vous leur proposez quelque chose, ils reçoivent une information, ils valident leur consentement et cette information est traçable. Ça aussi, je pense que c'est important. Ça permet, je pense, de faciliter votre métier en tant que compagnie d'assurance.
n'avez pas de problème d'ordre protection de données à caractère personnel. Aujourd'hui, on est assez titillé sur ce genre de questions. Bien sûr. Vous parlez de recueillir de l'information, des éléments sur l'identité. Est-ce que c'est des choses que vous arrivez Après, il faut toujours le faire dans le respect des obligations légales. Mais je pense que c'est un sens de l'histoire, si vous voulez, d'ouvrir les réseaux, d'aller un peu plus loin dans la digitalisation et recueillir un contrat à l'encre humide. C'est peut-être plus quelque chose adapté à votre métier. Et comme vous le disiez tout à l'heure, dans 10 ans, si vous voulez exister, faut peut-être passer le step d'après. Et donc, peut-être avec des processus dérogatoires, réussir à avancer dans le monde de la digitalisation, comme le font aujourd'hui tous les GAFA. Et un troisième point par rapport à l'accompagnement que Orange peut apporter au monde de l'assurance, je pense que c'est la brique paiement. Aujourd'hui, la brique paiement, elle est quand même utilisée, j'imagine, par AfriMarket dans les pays où Orange Money est présent. Mais aujourd'hui, c'est une brique qui est ouverte. On a des API Web Merchant qui permettent, à un moment donné, à tout acteur du monde économique de valider une transaction avec la brique de paiement en ligne depuis le portable. Et donc, API, gestion des KYC, brique de paiement constituent, selon moi, les 3 leviers fondamentaux qui vont permettre de développer le business ensemble. Ok. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, donc connaître son client. Et là, je m'adresse à Rania. Vous attaquez un certain nombre de pays africains. J'imagine que ce sont des structures sociales assez différentes. Il y a des problématiques de niveau de classe moyenne, parfois assez denses, parfois beaucoup moins. Donc, avant de se lancer dans ce type de projet, c'est des choses que vous regardez de très près? Oui, tout à fait. Avant d'ouvrir un pays, aujourd'hui, à Free Market, on va se positionner sur un pays s'il y a 3 éléments qui sont identifiés. Le premier, une infrastructure qui est maigre. Donc, quand je parle d'infrastructure, je parle de 2 types d'infrastructures. L'infrastructure routière et l'infrastructure du retail. Parce que la classe moyenne émergente est désireuse de nouveaux services et de nouveaux produits à forte valeur ajoutée. Mais quand je prends l'exemple d'Abidjan, avec 6 centres-villes pour 6 millions d'habitants, il y a un vrai sujet et il y a une vraie carte à jouer à ce niveau-là. Donc le premier, c'est faible infrastructure et une qualité de l'infrastructure plutôt maigre pour avoir une vraie valeur ajoutée en nouvel entrant. Le deuxième élément qui va être clé, c'est la classe moyenne. Quand on parle de classe moyenne africaine, il y a pas mal de données de la BAD qui l'estiment entre 150 et 370 millions de personnes. Après, il faut prendre ces datas-là avec des pincettes. On parle de personnes qui gagnent plus de 2,2 $ par jour. Bien entendu, ça peut être considéré comme de la classe moyenne, mais ce n'est pas des gens qui vont avoir un pouvoir d'achat important. Ce qu'on peut voir, c'est l'émergence de la classe moyenne. Nous, comment on le regarde et comment on l'analyse dans les pays, c'est assez différent, je pense, de ce que peuvent faire nos concurrents ou d'autres acteurs. C'est qu'on regarde tout simplement le taux d'active users sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont accès à la data. On est sur des marchés télécoms prépayés. Donc, si je ne vais pas acheter la data, je ne vais pas en avoir. C'est quelqu'un qui a le pouvoir d'achat pour acheter un smartphone. Donc, pour pouvoir acheter un téléphone un peu plus cher qu'un feature phone. Là-bas, ils ont des téléphones autour de 10-15 € où ils peuvent utiliser l'USSD. D'où, justement, l'innovation des opérateurs télécoms qui proposent une solution de paiement adaptée à ces pays-là, parce qu'il n'y a pas de bancarisation. Et le troisième élément clé, ça va être vraiment des marchés qui sont en croissance. Quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, c'est les taux de croissance les plus importants du monde. La Côte d'Ivoire, par exemple, on est autour de 7 à 9% annuels, c'est énorme. Et c'est une croissance qui est tirée, pas par les exportations de matières premières, pas par les hydrocarbures, mais par la demande locale. Donc c'est une croissance qui va être domestique. Et c'est ces éléments-là qui font que structurellement, il y a une vraie demande et il y a une vraie valeur ajoutée à ce qu'on aille se positionner sur ces marchés-là. D'accord. Donc vraiment, on est en présence d'une sacrée disruption. Donc là, vous avez cassé, je dirais, vous avez complètement changé la manière de consommer et d'acheter. Donc il n'y a plus d'intermédiaire. Donc vous avez totalement supprimé l'intermédiation dans l'acte d'acheter. Vous vous adressez à des populations qui sont des populations qui demeurent quand même, comparées à certains pays, même au Maroc, des populations à revenus quand même relativement faibles. Alors comment vous avez réglé le problème du paiement? Parce que j'imagine que c'est des populations peu bancarisées. Exactement. Donc sur le point que tu citais tout à l'heure, selon les différents pays, on va devoir s'adapter par rapport à la structure et à l'écosystème local. En effet, quand je prends la Côte d'Ivoire ou le Sénégal,
ça ne va pas être la même appétence à l'utilisation du paiement mobile. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Et la clé de l'entrepreneur, c'est pouvoir toujours, face à une idée, face à un marché, trouver une solution innovante. Au Sénégal, on va proposer du paiement à la livraison. Et surtout, c'est aussi un frein, un élément qui est positif pour contrer le frein de l'évangélisation. On est sur un marché où c'est des primo-acheteurs. C'est la première fois qu'ils achètent en ligne. C'est un marché d'équipement. Ils n'ont jamais acheté un congélateur, ils n'ont jamais acheté une télé. Donc, ils vont venir sur votre site pour acheter un produit, mais il manque la confiance. Au départ, la personne a du mal à faire le last mile et on lui permet, grâce à des solutions comme le paiement à la livraison. Pour le point de l'adressage, qui est un vrai sujet aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas d'adresse. Je ne veux pas dire je vais me faire livrer au telle rue. Donc on utilise des solutions techniques assez avancées qu'on a développées en interne, qui se basaient sur la géolocalisation. Et donc à chaque fois, à chaque pays, on a des contraintes, bien sûr, et on va réinventer le e-commerce pour s'adapter à ces contraintes-là et répondre surtout positivement aux besoins du consommateur africain qui demeure au centre de notre solution aujourd'hui. Très très bien. Donc Moulay Mohamed, on aimerait en savoir un peu plus sur votre Digital Factory. Est-ce que Digital Factory, c'est des jeunes qui travaillent, qui sont là pour être créatifs et inventer une nouvelle manière de toucher le client et transformer les produits et mieux les adapter aux besoins du client, ou bien ils travaillent avec quand même des lignes directrices qui viennent de la maison mère et ils ont une sorte de cahier de charge pour pouvoir travailler sur une transformation digitale? Alors en fait, dans la transformation de la compagnie, il y a une ligne directrice très claire, c'est qu'on devient customer-centric. Donc on remet le client au centre de nos préoccupations. Et donc du coup, ils ont des lignes directrices qui sont claires, mais on va dire assez par vue d'hélicoptère, on n'est pas vraiment dans le détail. L'idée, c'est d'améliorer la connaissance de nos clients, donc de pouvoir savoir qui sont nos clients, de quoi ils ont besoin et de prédire leurs habitudes de consommation. On a besoin de faciliter et de fluidifier les interactions avec la compagnie, donc pouvoir avoir, typiquement sur des choses qu'on a développées dans la Digital Factory, pouvoir missionner un remorqueur en cas d'accident et le voir arriver comme un Uber. Et donc ça, c'est des choses qu'on a réussi à faire pour fluidifier la relation. Et enfin, offrir des services à très forte valeur ajoutée. Donc typiquement, pouvoir gérer un sinistre de bout en bout directement sur son application mobile. Donc en dessous d'un certain montant, on n'a pas besoin d'appeler son assureur ou de rentrer en contact avec son agent. Par contre, les profils qu'on a dans la Digital Factory sont des profils métiers, donc qui connaissent le métier, des profils digitaux, pour pouvoir développer, pour pouvoir utiliser la méthode agile, pour avoir des cycles de livraison extrêmement courts. Donc la différence entre la compagnie normale, donc la vie normale, et la Digital Factory, c'est qu'au lieu d'avoir des projets avec des CPS et avoir 6 mois de tunnel pour pouvoir livrer quelque chose, on est sur des livraisons qu'on appelle des sprints d'une semaine. Donc lundi, je sais ce que je dois livrer vendredi. Et vendredi, je fais le bilan et je regarde qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi je n'arrive pas à livrer. Et la façon dont on a réussi à mettre ça en place et la raison pour laquelle c'est d'actualité aujourd'hui, et ce n'était pas le cas, on va dire, il y a 5 ou 10 ans, et la raison pour laquelle je pense que l'Afrique en particulier va pouvoir concurrencer les mastodontes internationaux, alors que ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans, on est passé par 3 phases. Première phase, les marchés sont relativement fermés, on n'a pas besoin de se battre avec un assureur international, dans notre cas. Et donc du coup, la concurrence est locale et on se bat avec les armes locales. Deuxième étape, on a des mastodontes internationaux qui viennent avec des solutions, des ERP extrêmement on va dire développés, parce qu'ils ont mis des dizaines ou des centaines de millions d'euros pour développer des outils avec lesquels on ne peut pas concurrencer. On a de la chance, c'est qu'on a encore eu pendant une période la connaissance locale qui a pu nous prémunir de ce risque-là. Par contre, maintenant, on arrive dans une situation où il y a une transformation digitale importante et on arrive à bâtir ce qu'on appelle un double speed IT. On a la base, qui est l'outil technique qu'on utilise tous les jours. On a un outil qu'on appelle un middleware, qui crée des API et des web services avec le système Core. Et on a tout l'écosystème, donc ce que disait monsieur tout à l'heure, qui nous permet de venir ajouter des briques, donc ou de start-up ou des choses qu'on a développées en interne, qui nous permettent de faire des choses très intelligentes avec Orange, avec... on se rejoint. Voilà, on se rejoint. Les API. Avec des API, où on arrive à apporter des services à valeur ajoutée à très faible coût comparé à ce qu'on aurait eu si on devait recoder un système entièrement. Et donc les profils qu'on a aujourd'hui sont des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir, encore une fois, dans des compagnies d'assurance. C'est des codeurs qui arrivent à midi, qui partent à 3 h du matin, qui sont, on va dire, qui vont passer 6 mois dans la compagnie, travailler sur un projet, c'est leur bébé. Et on est sur des profils différents. Alors je voulais justement te poser la question par rapport aux ressources. Est-ce qu'aujourd'hui au Maroc, à Casablanca, est-ce qu'on a des problèmes à trouver des ressources? Est-ce qu'elles sont abondantes? Est-ce qu'elles sont plutôt rares?
les ressources de bonne qualité, qui maîtrisent ces nouveaux concepts? Alors, c'est des métiers relativement nouveaux au Maroc. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on est sur un marché mondial. Donc, comparé à mon actuaire qui va vouloir être installé à Casablanca parce qu'il a sa famille à Casablanca et son mode de vie à Casablanca, mon Scrum Master ou mon UX Designer hésite entre une offre de SAM Assurance ou d'un assureur à San Francisco ou à Hong Kong. Donc on est sur un marché vraiment mondial. Donc c'est plus compliqué et plus compétitif, c'est plus compliqué de retenir les bons talents. Il faut vraiment avoir une histoire forte et d'y croire. Et je reviens à ce qui a été dit dans un panel plus tôt ce matin. La différence, je pense, entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est quand on met put your money where your mouth is. Il faut mettre les moyens là où on a de nos ambitions. Et c'est ça qui fait que nos collaborateurs croient en l'histoire. Et c'est ça qui fait qu'on réussit. Ok, très bien. Alors, je me tourne de nouveau vers Bruno. Alors, en général, dans nos métiers, les opérateurs télécoms sont une opportunité, mais aussi parfois ils sont perçus un peu comme étant une menace. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne venez pas progressivement chasser sur les terres des assureurs et des banquiers, puisque on voit que vous commencez à devenir un outil de paiement, donc quelque part, métier qui était autrefois exclusif aux banquiers. Comment pouvez-vous soit nous rassurer, soit comment vous voyez l'évolution et l'accompagnement des opérateurs télécoms à l'avenir, en tous les cas en Afrique, et restons un peu avec ce regard africain, où il y a encore beaucoup à construire. Alors, il y a beaucoup à construire, c'est clair. C'est vrai qu'on est sur un marché en croissance sur l'activité telco, croissance naturelle. Après, il y a des sujets sur lesquels on a choisi d'investir pour se différencier, des activités nouvelles, des activités dites de croissance. Et j'en citerai deux sur la zone Afrique. La première, on en a parlé tout à l'heure, Orange Money, qui existe maintenant depuis un peu plus de 8 ans et qui permet donc une activité qui permet de payer sa facture, d'envoyer de l'argent et d'envoyer de l'argent à n'importe qui ou de payer un marchand de façon très simple. Et ça sans frein, sans contrainte à l'accès. Donc l'enrôlement se fait de façon très très simple. Donc là, c'est l'activité bancaire. En France, on a lancé Orange Bank, comme vous le savez, également au mois de novembre. Donc l'activité bancaire, évidemment, nous intéresse. Mais je dirais que c'est une activité bancaire mass market. On n'est pas dans des produits très sophistiqués jusqu'à présent, on est dans des produits de base pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Nous, notre secteur, notre cible, si vous voulez, c'est de faire du volume et de mutualiser les investissements avec le téléphone mobile. Et on voit aussi un effet intéressant sur le churn. C'est-à-dire qu'un client Orange Money, il churne moins qu'un client qui n'a pas Orange Money. Donc je dirais que le premier domaine de diversification sur lequel vous avez pu constater qu'on s'est diversifié, c'est la banque. Et le deuxième, c'est le secteur de l'énergie, puisque sur la zone Afrique, clairement, on a un déficit important sur l'énergie. Alors, c'est peut-être pas le cas au Maroc, mais clairement, en Afrique subsaharienne, à Madagascar, on est amené, ne serait-ce que pour recharger les téléphones, à trouver des moyens de substitution aux opérateurs d'électricité. Donc, je dirais que c'est les deux grands domaines sur lesquels on va se diversifier, mais à ma connaissance, pour l'instant, dans le domaine de l'assurance, je ne crois pas que ça soit prévu. Des projets sur le Maroc, donc aujourd'hui Orange est présente au Maroc, des projets dans les, semaines, les mois qui viennent? On a des projets au Maroc, bien entendu. Je ne vais pas vous donner les roadmaps d'Orange Maroc, mais c'est clair que... Un petit scoop pour le rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Non, mais c'est clair que le technocentre que je représente est là pour accompagner Orange Maroc. Vous ne m'avez pas demandé comment c'était organisé. C'est clair que Orange ne développe pas l'innovation en Afrique depuis Paris. On a fait le constat dès le début qu'il fallait le faire en local. Et donc on a ouvert 2 technocentres, un à Amman et un à Abidjan. Donc à Amman qui suit la zone Middle East en Afrique, et puis un à Abidjan pour l'Afrique subsaharienne. Ok, très bien. Alors tout à l'heure, en aparté, on discutait, vous et moi, et on disait qu'aujourd'hui, nous autres utilisateurs, on avait toujours un peu de complexité à nous rappeler tous les codes qu'on a. Lorsqu'on paye par Internet, il faut créer un code, un user code, etc. Vous avez inventé quelque chose pour faciliter la vie aux utilisateurs? Alors c'est vrai que, très honnêtement, ma vie digitale, et je pense que c'est dites-moi, levez la main ceux qui ont des difficultés à se souvenir de leur login password dans les applications.
Les sites web, ok. Donc, voilà, je pense que 99% des gens aujourd'hui sont confrontés à des difficultés d'authentification pour accéder au site web. Souvent, on remet les mêmes passwords, et puis à un moment donné, on est obligé de les changer, et puis les règles, elles peuvent avoir changé, on est obligé de mettre des underscores ou des caractères spéciaux. Bref, c'est un enfer pour les clients finaux. Donc, les opérateurs mobiles se sont regroupés au sein de la GSMA, et donc il y a un petit film que je voulais vous montrer pour montrer aussi comment on peut simplifier la vie digitale, et je pense que les banques et les assurances et les assureurs que vous représentez aujourd'hui ferait bien de penser à peut-être introduire le produit Mobile Connect dans leur parcours. Donc je vous propose juste de regarder la petite vidéo qui a été faite sous l'égide de la GSMA, si elle est prête et si elle est prête à être visualisée. Voilà. Banks and mobile operators are the engines of growth for the digital economy. Banks want to give customers the convenience and confidence to bank digitally. They also want to cut their service delivery costs. But complex authentication methods and a rise in fraud is affecting customers' willingness to transact online and inhibiting usage of banks' digital services. Stronger authentication is part of the solution, but often these processes call for additional security, which causes frustration. Mobile operators can now support banks in making the most of this digital opportunity with Mobile Connect, a new standard in digital authentication, giving users a secure way to prove who they are, using a device that's always with them, their mobile phone. It eliminates the need for multiple usernames and passwords, unlocks access to online services while still protecting privacy. It's easy and secure. By putting the customer in control of their own data, it enables those customers to put their trust in digital services. Mobile Connect integrates with banks' existing security architecture. It brings strong security with out-of-band two-factor authentication. Its privacy features reduce risk of non-compliance. It restores trust in online transaction for banks and their customers. Meet Sally. While staying in a hotel, Sally decides to access her online bank account. Using a hotel computer, she enters her user ID on the bank's login page. Recognizing she's not using her own device, the bank asks Sally to confirm it's the right person trying to access the account. Having already verified her Mobile Connect account with her online bank account, Sally clicks Login with Mobile Connect. A prompt on her mobile asks her to enter her PIN, and she's granted secure access to her online bank account. Voilà, je vous propose qu'on arrête le film parce qu'il dure encore 1 minute. Sally realizes she forgot to pay. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, c'est encore une fois des API que l'on expose et que l'on va proposer bientôt, prochainement au Maroc. Vous pouvez les tester déjà sur le site orange.ma, le self-care d'Orange Maroc. Mais l'idée, c'est de le partager parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est Mobile Connect va permettre d'accéder à n'importe quel site marchand, site bancaire, avec différents niveaux d'authentification. Et je crois beaucoup à ce système parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater en levant tous la main, on est tous confrontés à une difficulté sur les mots de passe. Et le fait d'avoir un mobile avec un PIN code permet aujourd'hui, de façon très simple, de valider une transaction d'identification sur n'importe quel site. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, on va donner la parole à Hamid Faridi, notre injecteur de messages. Donc on l'a vu à chaque panel. Donc il recueille vos questions. Donc si Hamid, vous êtes là? Non, il est là. Je sais qu'il est là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, plusieurs questions. Dès qu'il s'agit d'Afrique, les questions sont encore plus concrètes, plus précises, parce qu'on se sent immédiatement interpellé. Une première question qui est adressée à tout le monde. Digitaliser l'ensemble du processus et du parcours client, discuter la relation client, quel serait l'impact sur les intermédiaires? La même question, on la retrouve d'une autre manière, d'une manière un peu plus précise encore. Comment gérer l'éventuelle résistance du réseau traditionnel? Et puis, une question qui est adressée particulièrement
à ceux qui ont déjà en Afrique. En Afrique, la logistique et ses aléas sont parfois un facteur bloquant pour la qualité de service et la rentabilité de l'entreprise d'assurance. Comment gérer cela maintenant qu'on parle d'innovation? Voilà. Ok, merci, merci Hamid. Donc peut-être une question à Rania sur la résistance des réseaux traditionnels. Vous, c'est peut-être même le contraire, c'est une opportunité pour les réseaux traditionnels. Alors tout à fait, en effet, les retailers et le réseau traditionnel, ils ont naturellement une zone de chalandise qu'ils vont adresser. Quand on arrive avec une proposition de valeur supplémentaire, qui est de leur apporter des clients de l'international, donc des clients de la diaspora qui vont acheter pour leurs proches, mais également des gens qu'ils n'auraient pas naturellement touchés par leur réseau de retail traditionnel, ils y voient une vraie valeur ajoutée. D'accord. Donc vous, concrètement, c'est des petites épiceries, disons, qui sont ou des supermarchés ou Oui, on s'est plutôt rapproché d'une multitude de fournisseurs en Afrique, des gens un peu plus crédibles que des petites supérettes ou des petits supermarchés. On va directement voir les grossistes maintenant qu'on a du volume important. On va directement voir les grossistes, que ce soit sur les produits de grande consommation, du riz, de l'huile, pour limiter en fait les intermédiaires. Naturellement, ça rejoint un peu la deuxième question, l'impact sur les intermédiaires. L'impact sur les intermédiaires est négatif pour cet intermédiaire-là, mais il est positif pour le client final qui finalement se voit payer un coût qui est inférieur, et alors qu'il y a eu l'alignement des intérêts des différents acteurs de la chaîne. Nous, parce qu'on y gagne un pourcentage qui nous permet de vivre, le client parce qu'il paye moins cher, et le grossiste parce que ça lui permet de vendre de la valeur ajoutée supplémentaire et du volume supplémentaire. Alors, c'est pas pour te faire de la pub, mais juste pour la salle, Afrimarket, on la conçoit comme la petite start-up, c'est quand même 130 employés. 166 maintenant. Écoute, le jour où tu nous as envoyé les données aujourd'hui, 166, je crois que vous avez levé près de 45 millions d'euros, c'est ça? Pas encore, on a levé 15 millions d'euros jusque-là. D'accord. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès dans la suite. Moulay Mohamed, je vais te titiller un peu parce que question à un assureur un peu délicate. Quid des réseaux traditionnels lorsque on s'aventure dans une transformation digitale et on va vers la disruption? Écoutez, c'est une excellente question et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème globalement quand on parle de digital. On a très souvent l'impression qu'on parle de vente en ligne ou de digitalisation de la vente, alors qu'en fait, dans 90% des cas, ce n'est pas le cas. Donc, quand on regarde la transformation de Saham Assurance, on regarde la digitalisation des process. C'est vraiment le métier qu'on est en train de digitaliser pour le streamliner, avoir moins d'outils, donner plus d'informations aux clients, rajouter des services. Quand on regarde aujourd'hui, j'ai fait visiter la Digital Factory typiquement à mes agents, enfin l'amicale de mes agents, donc 25 agents, qui étaient impressionnés, donc qui avaient peur initialement en se disant est-ce que c'est la fin du réseau de distribution, et qui ont compris très vite que pas du tout. On compte sur la capillarité du réseau pour aller toucher le client. Par contre, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est leur simplifier la vie, donc simplifier les règles de gestion, un certain nombre de choses. Deuxième point, c'est que même si il y avait une digitalisation de la vente, quand on regarde des pays comme la France, dont le Maroc s'est fortement inspiré sur le secteur des assurances, on est quand même à 75% sur ce qu'on appelle du repos, research online, purchase offline. Donc les clients vont faire leur marché sur Internet, mais in fine ont besoin de voir quelqu'un les yeux dans les yeux pour concrétiser la vente. Donc en d'autres termes, il n'y a pas péril en la demeure, c'est le message. Je pense même que c'est une excellente nouvelle à moyen terme pour les intermédiaires, parce qu'on devrait voir réduire leur charge de travail, c'est-à-dire la charge administrative. Très bien. Alors vraiment, une dernière question à Bruno avant de passer au vote, avec une question à la salle. Un exemple significatif en Afrique d'Orange, vous en avez un en tête avec un assureur ou du moins avec une industrie de services que vous avez aidé à disrupter? Je pense qu'aujourd'hui, on travaille pas mal sur des projets de machine to machine. Je pense que, voilà, en utilisant l'infrastructure des réseaux, donc le machine to machine, c'est-à-dire il n'y a plus de personnes, il y a deux machines qui communiquent. Exactement. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément bien compte, mais il y a beaucoup de SIM qui sont utilisés aujourd'hui dans les terminaux de paiement électronique et qui ne sont pas forcément très très bien gérés, qui sont un enfer à gérer par les clients qui exploitent toutes ces SIM, les clients B2B. Donc maintenant, je pense qu'on va travailler beaucoup sur les sujets d'Internet des objets, essayer de fédérer toutes ces SIM avec le parc existant, mais demain avec beaucoup plus d'objets. Et c'est un petit peu l'avenir. Je pense qu'on en entend parler beaucoup, mais
Aujourd'hui, avec les nouveaux protocoles radio et les nouvelles possibilités qui vont être offertes avec la 4G et la 5G, l'univers des télécoms va beaucoup changer, notamment avec l'Internet des objets. Ok, très bien, merci. Alors, vote au public, est-ce qu'on peut avoir la question? Donc, la question va arriver. Suspense. Suspense, elle est là. Dans quel segment les InsurTech peuvent apporter de la valeur ajoutée? Alors, produits et services, distribution, gestion des sinistres, expérience client. Donc maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Pour ceux qui ont l'application, donc ils passent par l'application quand ils sont sur Android. Sinon, vous envoyez un SMS directement au numéro de téléphone qui s'affiche. Et donc en anglais, in which segment can InsurTech provided an added value? Donc products and services, distribution, claims handling, customer experience. L'absence de notre ami dans le panel a permis de cacher mon niveau d'anglais qui aurait été mis à nu. Et donc, vous continuerez à penser que mon niveau d'anglais est très bon. En fait, on l'a fait exprès, on l'a gardé de côté. Donc voilà, parce qu'effectivement, on avait dans le panel quelqu'un qui allait s'adresser à vous en anglais. Donc, le résultat doit arriver. On le verra au cocktail tout à l'heure. Oui, on le verra au cocktail tout à l'heure. Ben, écoutez, en tous les cas, on va aller le chercher parce qu'on sait qu'il est arrivé, qu'il s'est inscrit, qu'il a retiré son badge. On va quand même s'inquiéter, aller voir pourquoi il ne s'est pas présenté. Donc, dans quel segment? Donc, voilà, donc on a produit... Hey, hi! You just arrived. We tried to catch you since 1 hour. You know we are at the end. We are really at the end of the panel. Je propose qu'on commence tout à zéro. Sorry about that. There was a mix-up on my information. Oh. It says tomorrow at this time, I think. Oh. So I just logged on and was looking at my phone, and I saw I'm supposed to be there right now. Okay. But it's okay. I'm here. We can just do what we can right now. I apologize for Okay, that. well, I think we can give you like 5 or 7 minutes to talk about Acre. We invited you because your experience is very interesting for us. It's an African experience from Kenya. Everybody know here that Kenya, you have a real good level in using new technology in bank and insurance. So can you give us some words? I will not say some few words. Now you are here. We will take some minutes to change. On peut dire to exchange with you. You're right. Yeah. To exchange with you. So All right. what is Acre? I think you are not exactly an insurance company. Can you explain to us how are you organized and how you use new technology in insurance sector? Thank you. So I'll start from who we are. We are ACRE Africa. It's an acronym for Agriculture and Climate Risk Enterprise. Traditional insurance is known to serve the large holder farmers, the big farmers who do 10,000 acres, 50,000 acres. But those constitute only, I'd say, even 10% and below. There's another 90% of farmers who are farming, and they're now putting a lot of investment into farming because they're no longer farming for, for food. They're farming for, they're farming for commercial reasons. So it means they're spending a lot of money in their farms. So what we do is that we're ensuring their investments. If the farmer experiences insufficient rainfall and loses crop, then we come in to ensure that investment. And how we do it is we use technology using satellite. So what we do is we're monitoring rainfall where the farmer is using satellite. And how we do that is using GPS. So we use USSD. A farmer gets a code, dials a USSD. We're able to triangulate his position and get the location of where he's planting his crops.
And I'm able now to monitor the levels of rainfall. If he gets less rainfall that he's supposed to get, it means he's losing crop, and I basically work with an insurer who now compensates that farmer the loss. So basically, it's a combination of mobile, USSD, and satellite. And of course, with partnership with telcos or mobile networks and insurance companies. Did you start from scratch, from nothing, to this kind of insurance with technology? Or you start like classical insurance for farmer, and then when technology arrived, you change the way how you work? We are relatively a new company, so we started with traditional insurance. But deploying insurance to smallholder farmers becomes a very crafty affair because it is expensive if we do it in the traditional way. Okay. So we had to use technology to deploy it to reduce the, let me call it crop assessment costs or inspection costs. And those are the costs that make the product expensive for the smallholder farmer. So we had to eliminate that. Okay. So we use the mobile technology to eliminate the cost. So it means we never meet the farmer. They never have to write anything down. They just have to dial the USSD code, and the cover is administered to them. Okay, so explain to us. I am a farmer. I want to insure my land. Yes. I take my phone, and what do I have to do? So what happens is we use... Smartphone or simple phone? Feature phones. Most smallholder farmers have feature phones. Okay. So what we do is we partner with what we call aggregators, and these are input companies. We call them high-touch aggregators. I mean, they interact with farmers in a direct level. So for example, we are mostly working with maize seeds. So we put a card inside the maize seeds that is sold at the shops. So when the farmer opens the maize seed, there's a card inside there. Before he plants, he dials that code. And from wherever I am, I get their GPS location. And usually that card is sold at the agrovet as well. So the price of the maize seed is inbuilt with insurance inside. Okay. So the moment they scratch and they dial it, the same way you do it with airtime. The moment they do that, the cover is now active, and I start monitoring that cover. Okay, it's like a CatNat catastrophe, like a natural catastrophe for agriculture, like against flood. It's yeah, it's weather index, so it means it could be against input, it could be against yield. Okay. But it insures very many things, but it's also catastrophic. Okay, so yes. When the catastrophe arrives, you don't have to go to visit the lands and to see what happened. It's just by satellite you can see if you have to pay the claims or not. Sure, satellite is enough. It gives me the threshold we need to be able to determine the loss. Ok. Yes. Alors, pour ceux, je ne sais pas si tout le monde a bien suivi, en fait, sans prétention, mais je crois qu'on a en face de nous une sacrée expérience digitale en Afrique. Ça se passe en Afrique, et je crois que même beaucoup de pays européens ne sont pas encore dans ce type d'expérience. Donc, la souscription pour assurer mon terrain en tant que fermier se fait totalement à travers le téléphone, mais surtout l'indemnisation se fait sur la base d'images satellitaires, c'est-à-dire il n'y a aucun expert qui va aller visiter pour dire est-ce que le terrain ou la culture a été endommagée. C'est uniquement des images satellitaires qui disent si la culture a été endommagée et ça déclenche automatiquement le paiement. Can you explain how you pay the claims by phone? Okay, so the claim is paid by phone. Remember when the farmer dialed the USSD, I got the number. I got his phone number. So immediately a claim is triggered. I send the list to the insurance company. The insurance company sends the money via, we call it M-Pesa, that's mobile payment. So the farmer receives the money on his mobile phone. M-Pesa is a mobile money application. Yes. Okay. Yes. So we are very lucky that you remember that it's the time for the conference, because this conference, without your experience, we will miss something, because really we are very interesting. Yeah, you're right. It's interesting, yes. We are very interested by this experience. Even in Morocco, our insurance company are very interested by your experience. So what we are doing with insurance companies in all over Africa is we're building capacity in them. So for example, we come in and train you on how Weather Index works. We help you forge partnerships with telcos, because you need a mobile network operator as a partner. You also need an input company, for example, as a partner.
And we basically come and help you forge the partnership you need to roll out such a product. There is no cultural, like, des freins culturels, some barriers, cultural barriers. When you ask someone to subscribe an insurance with his phone, we see sometimes, even when we go to visit someone and we say, you need an insurance because tomorrow if something happened, the people say, okay, I will think about it and come tomorrow, maybe I will subscribe. You have no relation with your client, like the client have to subscribe by himself. How do you do your advertise, or how you touch your client? Okay, so as I mentioned earlier, that we use aggregators who interact with farmers every day. So aggregators are seed companies. Seed companies and fertilizer companies interact with farmers every day, and they have already gained the trust of the farmers, or our customers. Let me call them customers. So then these companies are our conduit to our product. So we don't interact with farmers, but the fertilizer companies and the seed companies and other input companies are trusted by farmers. So then that trust is what we ride on. If I may mention that the correct model to do this is to ride on existing networks. You don't go and establish a whole new customer base by yourself. You need a network to ride on, an already trusted establishment. However, in Kenya right now, farmers have already lost crop for about 3 seasons. So they have experience of what risk is, and they are looking for ways to mitigate those risks. And insurance has already come out as one of the best risk mitigation things. So then for us, it's now easy because our products are customer-centric in that farmers are now asking, where can I get insurance? What can I do about losing crops or losing my investment? So we have reached that level. But in other African countries, I anticipate, of course, that will be a challenge for now. But as we move by, as farmers keep losing crop over and over, they will start looking for these solutions. Thank you. I think Kenya, you have the higher percent of payment by phone in all over the world. Oui, avec Safaricom, le service M-Pesa est vraiment très bien développé aujourd'hui au Kenya. Je crois que 30% des paiements au Kenya sont faits par téléphone. Around 30% of all the payments in Kenya is done by mobile. By mobile, yeah. Yes. Okay, thank you very much to be with us and Appreciate. to participate to this panel. Donc le vote, donc le résultat du vote, est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà, donc on le regardait tout à l'heure, donc dans quel segment les insurtech peuvent apporter de la valeur ajoutée. Donc finalement, on est sur les produits et services 44,74%, et sur la gestion des sinistres et l'expérience client, nous sommes pratiquement au même taux, autour de 24%, et sur la distribution, nous sommes à peine à 8%. Donc ton message, Moulay Mohamed, n'a pas encore été très bien entendu, puisque sur la distribution, on n'est qu'à 8%. Mais en tous les cas, je pense que les assureurs marocains y travailleront pour justement accompagner les intermédiaires dans ce mouvement. En tous les cas, merci beaucoup à vous quatre. Merci d'avoir fait le déplacement pour ceux qui sont venus de loin et d'avoir participé avec nous à ce panel. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Nous avons un cocktail tout de suite, donc à 18h, c'est dans 15 minutes, donc il va être servi au bord de la piscine. Et demain matin, j'insiste, nous souhaitons démarrer à l'heure, et comme nous avons des intervenants de très haut niveau, donc on compte sur vous pour être ici demain pour un démarrage à 9h. Merci.